Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission Coach Live, donc la numéro 21, avec l'équipe Coach Live, donc presque au complet, avec le coach Manu Abreu. Bonjour Manu. Bonjour Pépite, bonjour coach Patrice, bonjour coach Seb et bientôt bonjour à coach Imed. Le coach Seb, Sébastien Cuvier. Bonjour Bonjour Seb. Bonjour la team, bonjour coach Patrice, bienvenue parmi nous. Donc Imed qui ne devrait pas Merci Sébastien. tarder. On remercie les internautes d'être de plus en plus nombreux, comme d'habitude. Donc, encore une fois, ils apprécient beaucoup l'émission. Pour information, donc n'hésitez pas à commenter et à laisser des questions pour Patrice. On lui posera des questions. On a lancé la semaine dernière la chaîne YouTube, donc Coach Live. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Il y a tous les replays. Ça permet donc de regarder l'émission et de la diffuser, donc partager. Donc voilà. Donc encore une fois, un nouvel entraîneur à venir dans l'émission. Très content de recevoir Patrice, donc Patrice Neveu, donc sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon. Patrice, un globe-trotter du foot qui a voyagé beaucoup et qui va nous donner plein de connaissances sur le football qui se passe dans le monde. Donc ça, c'est super intéressant de voir quelqu'un qui voyage et qui parcourt le monde comme ça du football. Ça nous permet d'avoir en plus des émissions voilà, où on apprend beaucoup de choses. Donc Patrice, merci à toi d'être présent, d'avoir répondu présent. Et je te laisse un petit peu l'émission et puis on te posera des questions et puis on fera passer. On a 1h30 ensemble. Vas-y Patrice. Il est figé. Ok. Merci. Bonjour coach Manu. Bonjour coach Sébastien. Très très content d'être avec vous. Je suis votre émission assez souvent. Je la trouve assez originale et très sympa et instructive, je dirais, en beaucoup de points. Et puis j'espère aussi que à travers cette émission, ça peut aussi motiver certains jeunes entraîneurs en devenir, tout en sachant que on n'a pas de chaque personne n'a la science exacte, mais à force, je dirais, d'écouter, je dirais, chaque participant, on se rend compte que chacun a sa philosophie et chacun peut faire avec pour retirer le meilleur de ses équipes. Exactement. Mais c'est bien que tu le dises comme ça, parce que dans l'idée, c'est vraiment pour ça qu'on a fait l'émission. C'est pour montrer que tout coach se construit au fur et à mesure de sa vie, déjà hors vie de foot, par le milieu de joueur, qu'est-ce qu'il a appris, les entraîneurs qu'il a connus, côtoyés, qu'il a eu, ceux qui lui ont appris, retenu des choses et d'autres qui ont peut-être pas aidé ou autre. Et après, c'est comment tu te construis toi après par la suite dans ton parcours d'entraîneur. Donc là, l'idée, c'est déjà toi, comment tu as débuté au foot? Tu es passé par un sport études, centre formation, tu as fait quelque chose dans un cursus normal ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'étais un petit peu aujourd'hui, à mon époque, on dirait comme un jeune Africain qui joue au bled. C'est-à-dire que j'habitais une petite ville. Bon, j'ai commencé à pratiquer le football. Mon papa est footeur, généralement tous les dimanches. J'ai commencé à pratiquer à l'âge de 5 ans, 6 ans. C'était le football, Manu, que tu as pu connaître. Sébastien, c'est un peu moins, mais où on jouait dans les quartiers, où on faisait des tournois en informel, comme ça se fait encore aujourd'hui en Afrique. On apprenait le football un peu à l'état sauvage. Et on avait aussi des entraîneurs que j'ai retenus. Mon premier entraîneur qui s'appelait M. Chenet, qui était un bénévole, qui était prof de sport et qui à la fois a développé le football aussi. Étant assez, comment dirais-je, étant assez compétiteur et ayant certaines qualités dans ma ville, je suis dans une ville un peu plus grande, à Châteaudun, qui jouait à l'époque, jouait en division 3, qui était sous la 2e division. Et donc je suis arrivé là-bas et à cette époque-là, je ne sais pas si tu te souvenais, il fallait à moins de 20 ans dans l'équipe. Donc souvent, c'était moi qui faisais le moins de 20 ans. Il y avait 12 joueurs à l'époque. J'étais souvent le moins de 20 ans. Et donc j'ai commencé à Détroit. C'était Edouard Sacco qui était mon entraîneur, un ancien qui avait joué à Reims, un international français, qui avait aussi lui sa propre philosophie du football, qui m'avait énormément marqué. Et puis après, Pourquoi il t'a marqué? je devais faire mon service.
Patrice, parce que sa philosophie elle correspondait un peu à ce qu'on demande parfois aux entraîneurs aujourd'hui. Tout le monde ces dernières années, je pense que beaucoup d'entraîneurs ont essayé de greffer leur football, leur philosophie sur Barcelone. Et lui, son leitmotiv, c'était quand on a le ballon, on repart de derrière, déjà on la met au sol, on se déplace, on crée du mouvement un maximum et il ne faut pas la perdre. Ce qui fait que, au final, on a eu une équipe sans doute qui avait un football assez agréable à voir jouer au niveau des déplacements. Au niveau de la finition, on était très très moyen, ce qui nous a valu de redescendre dans la division inférieure. Et moi, personnellement, après, quand j'ai commencé à entraîner, j'en ai tiré mon conclusion. C'est vrai que c'est une philosophie qui tient la route, mais à condition d'avoir les joueurs qu'il le faut offensivement pour déclencher la finition à des périodes en phase de haute, quoi. Sinon, on était, je dirais, un peu stérile, quoi. Et après, je suis tombé sur les Skiba Angoulême, où j'étais en deuxième division. Donc, de suite, j'ai sorti du football amateur pour jouer en D2. Lui, à cette époque-là, on jouait l'individuel. Donc, moi, j'étais numéro 6, donc c'était un marquage strict sur le numéro 10, comme l'a expliqué dernièrement Jean-Marc. Un entraîneur, Jean-Marc Furlan, un entraîneur extrêmement rigoureux, caractère très dur, et lui qui m'a vraiment appris aussi à vivre, comme on dit, à la dure. Et puis après, j'étais dans une période, j'aurais peut-être pu continuer en D2. Bon, j'ai eu mes soucis sur place, j'avais des problèmes d'argent, ce qui fait que je suis retourné dans ma région, tu connais bien Manu, puisque tu es entraîné là-bas à Chartres, oui. Où j'ai joué pendant 4 ans. Et j'ai eu plusieurs entraîneurs, Borkowski, M. Latron. Et après, comme tu le savais, à cette époque-là, France Foot était énormément lu. On s'appuyait sur les étoiles France Football. La Rochelle, je recherche un milieu de terrain. J'ai fini 3e aux étoiles. Donc, j'ai été recruté par La Rochelle, où je suis tombé sur un autre entraîneur qui s'appelait Jackie Pérignon, qui était vraiment un entraîneur novateur à l'époque, un ancien joueur de Metz. Oui. Avec lui, j'ai aussi beaucoup appris. Et puis, c'est la période où j'ai commencé à cette époque-là. J'avais 28 ans. Je commençais à entraîner un club de première division de district parce que j'aimais vraiment ça. Le jour de repos que j'avais dans la semaine, j'allais faire l'entraînement en Vendée, dans un petit club de première division. Et le samedi, je descendais du bus. Le dimanche matin, je partais avec eux pour les suivre sur le terrain et les diriger. Tu faisais les deux en même temps? C'était aussi une formation. Je faisais les deux en même temps. Ouais. Alors, j'aimais beaucoup ça. Je le faisais surtout par plaisir. Ouais. Par plaisir. Et puis, tu apprends aussi. Moi, j'ai de superbes de super souvenirs avec ces gars qui étaient des maçons, des mécaniciens, des ouvriers agricoles, mais qui se passionnaient beaucoup pour le jeu et qui étaient très investis aussi. On faisait 2 entraînements par semaine, le match. Mais moi, j'aimais beaucoup cette ambiance parce que malgré tout, il y avait aussi du sérieux et beaucoup de plaisir derrière ça, quoi. Voilà, quoi. Et puis une communion de joueurs que tu aimes bien, quoi, le côté. J'adorais, ouais. Ouais, parce qu'on a tendance, là, si je peux me permettre, depuis quelques années, depuis que j'ai quitté la France, même avec vous Angoulême, Pito, j'avais des joueurs de belle qualité. Mais j'ai eu la chance de travailler avec des grands internationaux, que ce soit Fenduno, Chabani Nonda, en ce moment Aubameyang ou autre. Bon, c'est vrai que ce sont des grands joueurs, mais ça reste pour moi des humains et qu'il faille bien sûr prendre en considération, mais les autres aussi, à un niveau inférieur. Il est important, je dirais, de les écouter et puis leur apporter tes connaissances et essayer aussi de faire en sorte qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Mais pour moi, le plaisir, on le prend aussi dans le sérieux, quoi. Une équipe qui n'est pas organisée, où il n'y a pas un travail sérieux, même si c'est 2 entraînements, il y a aussi ce plaisir de se retrouver à un système organisé. Et puis après, quand il y a la gagne, ça fait partie aussi pour moi du jeu. Je m'excuse, qui a un peu disparu aujourd'hui. Ça m'arrive d'aller voir des matchs de national ou autre. Je suis un peu triste à la fin du match de voir les joueurs sortir du vestiaire avec un sandwich et s'en les prendre un pot avec leurs copains ou leurs amis et retrouver dans une atmosphère un peu festive qui fait aussi que, pour moi, en tout cas, c'est
c'est une ambiance qui se crée de l'extérieur qui donne aussi une belle ambiance sur le terrain et une organisation. De toute façon, ça, on en a parlé. C'est vrai que c'est important. Tu as beau ne pas avoir obligatoirement que des bons joueurs. À partir du moment où déjà tu as un groupe qui vit bien ensemble, bah, le cas de Jérôme Dutit quand il était intervenu par rapport à Calais avec la période, et d'autres, nous, comme nos parcours, on a toujours vécu dans peut-être des fois des effectifs ou des groupes qui vivaient bien ensemble. Dans les bons ou mauvais résultats, le fait de bien vivre ensemble, ça crée un groupe. Et ce groupe, souvent, il agit sur quelque chose. C'est OK, ça peut ne pas marcher peut-être sur la durée du championnat, mais ça peut permettre de faire un parcours et ça te permet surtout de passer une bonne année dans le club. L'ambiance est bonne, les entraîneurs, tout réuni fait que tu prends plaisir quand même. Le but de tout, c'est quand même de prendre plaisir quand même. Après, tu as les résultats, bien sûr. Mais le plaisir, c'est quand même un gros plus. Quand tu as ça en tant qu'entraîneur, quand tu as un groupe qui fonctionne bien ensemble, c'est une sacrée plus-value quand même pour ta saison. Pour moi, c'est un des bons. Comme on le sait aujourd'hui, les niveaux des équipes, que dans le championnat de France, il y en a pas mal qui sont drainés par rapport aux moyens financiers qui sont injectés. C'est-à-dire les grands joueurs se retrouvent surtout souvent les équipes à gros potentiel financier. Mais bon, moi, j'apprécie aussi beaucoup les équipes où il y a un peu moins d'argent, je dirais, mais il y a un gros travail de fait. Bon, comme à Lyon ou d'autres clubs que je peux fortement apprécier parce que c'est un autre travail d'entraîner dans ces clubs-là. Ouais, d'accord. Et tes diplômes, tu les as passés donc en même temps que tu faisais joueur ou après quand tu as commencé à être entraîneur? Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'âge quand j'avais 22 ans, j'entraînais les poussins dans le club où j'étais. Ouais. Donc j'ai commencé comme ça. C'est assez curieux, mais c'est mon papa qui m'a inscrit pour passer mon BE1 quand j'avais 19 ans. À l'âge je me suis présenté. J'ai largement eu le 12 parce qu'il fallait le 12 pour aller au deuxième degré. J'étais jeune, je suis tombé avec des vieux briscards et ça s'est passé naturellement, correctement. Et puis après, j'ai passé mon deuxième degré à Clairefontaine, où à cette époque-là, je terminais ma carrière à La Rochelle et je devais reprendre l'équipe de La Rochelle. Le président m'avait promis de prendre l'équipe, donc je l'avais passé mon diplôme. Je suis revenu avec mon diplôme et au retour, ils ont décidé de donner l'équipe à quelqu'un d'autre. Comme ça se fait dans le milieu, tu le savais, c'est Sébastien et Manu. J'ai pris une bonne peau de banane, donc j'ai quitté le club, j'ai vidé mon vestiaire. J'ai quitté le club un peu le cœur serré quand même. Ça faisait combien d'années que tu étais au club? Je suis resté 8 ans. J'étais resté 8 ans. Et donc, je suis retourné jouer dans le club où j'entraînais à l'Île d'Elle en promotion d'honneur pour finir ma carrière de joueur et puis continuer à prendre du plaisir avec les joueurs. Donc, c'était un peu particulier, mais j'avais déjà dans ma tête cette modeste ambition d'entraîner à un bon niveau, quoi. Alors, je me suis pas. En fait, le malheur que j'ai eu à La Rochelle m'a permis d'être obligé de relever la tête, de mettre dans l'obligation de relever la tête. Quelques gouttes de chauffe et puis ça. Je me suis retrouvé au Fontenay Foot Vendée qui fusionnait. On est monté de DH en D4, D3, N2. Et puis après, 7 ans après, j'étais au club. Je suis parti vous retrouver à Angoulême. Oui. Tu avais joué, donc en fait, tu repars dans des clubs où tu es passé joueur et tu reviens. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis en fait, à quoi malheur peut être bon, quoi. C'est sûr que si j'avais entraîné La Rochelle à la sortie de ma carrière, on ne serait pas face à face et je n'aurais jamais pris le pas pour l'étranger, quoi. Après, c'est tout un cas de circonstance. Ça t'aurait fait un autre parcours. Tu penses que ça t'aurait fait un autre parcours? Ah, total. Ouais. Total, ça aurait été. Comme quoi, je pense qu'il ne faut jamais. Comment dirais-je, aller au désespoir. Toujours essayer, surtout d'avancer avec ses convictions et de redresser la tête malgré les situations difficiles, quoi. Alors évidemment, quand je me suis retrouvé à l'Île d'Elle et que moi, dans ma petite tête, j'ambitionnais d'entraîner au plus haut niveau, j'étais en promotion d'honneur. Les gens se disaient, mais j'en parlais pas, mais les gens se disaient, mais sans doute il rêve. Mais j'avais ça en moi, quoi. J'avais ça en moi. Donc, après, j'ai eu la chance aussi de. Mais c'est bien. Donc, après, comme tu le dis, c'était une première claque d'entrée quand le club de La Rochelle ne te l'a pas donné. Après Angoulême, est-ce que pour toi c'était une claque l'année d'Angoulême, le fait qu'on te Philippe, parce que comment dire, comme tu sais,
Je m'étais beaucoup investi là-bas. J'avais remplacé Eric. Bon, c'était difficile de. Je suis arrivé, le recrutement avait été fait. Oui. Bon. Mais on avait fait une bonne carrière en Coupe de France, on est quart de finaliste de Coupe de France. Oui. Et j'ai eu un accrochage avec un journaliste, si tu te rappelles, Oui. qui s'en était pris fortement à moi. Et puis je me suis trouvé très esselé dans le club. Je pensais que mon président, mes dirigeants, vous les joueurs, vous étiez là, bien sûr, mais vous ne pouvez rien faire. Il y a eu boycott sur moi au niveau de la presse. Ouais. Mes dirigeants n'ont pas bougé. Et je me suis dit que sans doute mon investissement était supérieur à pas ce qu'il devait être, mais que j'aurais jamais le retour de. Tu le fais pas pour avoir un retour, mais tu le fais. Mais je le faisais pour le club, quoi. Donc je me suis dit, je vais finir ma saison et après je partirai à l'étranger parce que c'est pas en France que je vais réussir à m'épanouir complètement dans le milieu que j'aime, mais aussi dans une vie que j'aime parce que, bon, comme vous le savez aussi, hein, vous êtes Manu, tu fais carrière en France, Sébastien aussi, et puis toi, tu connais, les critiques sont fortes, sont dures, et trop souvent, pour moi, on met des images sur certains entraîneurs. Celui-ci, il a une philosophie, celui-ci, il a une tête de l'art, celui-ci, il est trop caractériel. Donc, c'est pas facile. Quand tu veux faire ton métier avec honneur, avec sincérité et conviction, bien sûr qu'il faut dialoguer avec les dirigeants. La période a changé entre la période des années 70-75 où j'étais joueur et maintenant, ben, c'est une communion différente avec les dirigeants. Il faut communiquer, moi, là, au niveau des sélections avec les autorités et tout. Mais c'est pas pour ça que tu vas te laisser, comment dirais-je, défaire de ta composition d'équipe et de tes convictions. Ouais, tu veux garder la main et tenir ta droiture que tu veux conserver. Après, tu sais comment c'est le foot. De toute façon, le foot, en France, c'est encore une autre situation. Maintenant que toi, tu vis beaucoup à l'étranger, pourquoi partir en Afrique? Comment tu as fait pour aller en Afrique? Comment tu y vas d'ailleurs? Eh bien, en Afrique, ouais. Et je passe mon deuxième degré à Clairefontaine et je suis dans le groupe de Gernot Rohr, de Joseph-Antoine Bell. Je tombe sur mon animation, là, culture tactique, technico-tactique. Bon, je fais une animation qui m'avait semblé intéressante. Et à la fin, bon, j'ai bougé les joueurs, comme tu le sais, hein, comme tu bouges, comme tu travailles avec des joueurs de très haut niveau ou de niveau tu fais passer ton message au niveau de l'entraînement. Et sur le bord, il y avait un manager qui était là, qui était ami de Joseph-Antoine Bell, et qui me dit, mais tu coaches où, tu as une bonne main et tout, est-ce que ça vous intéressait d'aller travailler en Afrique? Ben, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, au contraire. Ouais. Ouais. Et puis, il m'a fait une proposition de partir au Niger. Ouais. Et je suis parti, j'ai gardé contact avec lui. Et au sorti d'Angoulême, je suis parti au Niger, puis au Maroc. Après, et première expérience au Niger, tu étais déjà allé en vacances là-bas ou du tout? Ben, je sais pas. Jamais. Jamais, donc tu es arrivé là-bas comme ça, d'accord. Je suis arrivé, pris l'avion, je suis arrivé. Et dès que je suis arrivé au Niger, au Maroc et dans tous ces pays d'Afrique, je me suis senti vraiment super libre et comme chez moi. C'est-à-dire, très, 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 très à l'aise. J'étais tout seul, je suis marié, 2 enfants, mais mes missions, je les fais tout seul. Ouais. Et me sens à la fois aussi, bon, j'ai appris à être solitaire, à renforcer un peu aussi mon mental. J'ai fait tous ces pays, la Chine et autres. En fait, c'est le chemin qui te correspond. Oui. Ben, quelque part, je pense à un moment avoir poussé au moment où il fallait d'aller où je voulais aller parce que, bon, comme tu le sais aussi, après, il en va derrière aussi, il faut gagner sa vie aussi dans le métier. Ouais. Moi, à l'époque, quand j'étais à La Rochelle, j'étais, on va dire, j'étais fonctionnaire, je travaillais à la ville de La Rochelle, mais à cette époque-là, on était plus détaché pour le football que pour le travail. Ouais. Et j'ai quitté mon poste pour faire que du football, quoi, que mon métier. Bon, ça a été un choix, mais que je regrette surtout pas, quoi.
Ouais. Aujourd'hui, oui, c'est clair que tu t'y retrouves par rapport au fait de… Quand tu dis que tu te sentais libre, pourquoi? Quand tu arrives là-bas, tu découvres une nouvelle façon de faire, tu arrives parce que tu es reconnu comme entraîneur français. Est-ce que ça a du poids sur l'arrivée? Est-ce que ça joue? Tu sens quelque chose comme ça? Bah, Comment, tu es pourquoi tu reconnu dis si que tu tu es fais. libre? C'est comme partout, hein. Être reconnu, c'est faire valoir ses compétences, et puis faire montre d'exemple. Et si tu as des joueurs, des joueurs de quelque niveau que ce soit, il faut leur proposer des exercices d'entraînement qui ont un véritable contenu, avec une véritable philosophie, avec une progression, voir où tu veux les emmener, voir ce que tu. Voilà, c'est la crédibilité qui va faire que tu vas être écouté ou pas, hein. Parce que c'est des pays. Attention, l'étranger, c'est assez trompeur. C'est l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique centrale ou autre, tu as un esprit de liberté. Mais il ne faut pas perdre ses repères, quoi. Parce que il y a intérêt à être très, très, très performant, sinon tu ne restes pas longtemps, quoi. Donc Ouais, il faut à la fois. tu arrives Ouais, vraiment pour les résultats. Là, on te demande vraiment ouais. pour le résultat, c'est pas autre chose. Là, tu arrives Ouais. pas pour Ouais, construire, c'est ça que je veux ouais. dire. C'est toute là un peu je pense un peu ce qui moi qui me fait plaisir un peu sur ce que j'arrive à une période un peu plus lointaine de ma carrière, mais ça fait 20 ans que j'y suis et le plus difficile c'est d'y virer, quoi. De partir à l'étranger, tu peux partir. Il faut savoir en parenthèse pour les collègues ou les plus jeunes qui écoutent, à la période où moi j'ai souhaité partir, j'avais quand même rencontré M. Aimé Jacquet et je lui avais fait part de ma volonté de partir. Et il m'avait dit, moi, je peux t'aider, Patrice, mais je peux t'aider sur le Qatar au niveau de la formation. Ça, je peux te faire partir. Et à ce moment-là, je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Parce que je pense que j'ai su dire non aussi, pas partir pour partir, parce que je savais que je n'étais pas dans l'âme. J'aime la formation, j'aime tout ce que les gars font la formation, mais moi, je n'aurais pas été un bon formateur, parce qu'il faut un état d'esprit, il faut. Ouais. Voilà, C'est donc plus voilà. compétiteur, toi, dans ce que tu recherches. Tu veux la compétition, le challenge de gagner, de passer des Ouais. qualifications. Tu es dans Ouais. Ceci dit, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les formateurs, hein. Attention, hein, Oui, c'est un autre métier, c'est un autre métier, c'est sûr. mais c'est un autre métier, un tout autre métier, quoi. Comme celui d'entraîneur et de sélectionneur, c'est aussi un autre métier, quoi. Donc là, dans les parcours que tu as fait, parce que quand même, tu as bourlingué, on va dire, tu as fait Maroc, Niger, République du Congo, Égypte, Mauritanie, Haïti, Guinée, Gabon, Tunisie, Oh Chine. la vache. Donc, dans tous ces pays, parce qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer, Ouais. dans tous ces pays, qu'est-ce que tu as retenu du foot? Comment est mis en place le foot? Est-ce qu'il recherche quelque chose de différent? Tu vois, avec Alain Olio, il nous a dit, voilà le profil qu'on avait dans tel pays, tel profil de joueur, dans tel autre profil. Ouais. Est-ce que toi, tu as ressenti vraiment que le Ouais, une football, différence. ouais, c'est la différence, quoi. C'est vrai qu'au Maroc, le profil du joueur marocain, par rapport à ses capacités de l'époque, hein, par rapport à ses capacités, c'est un bon technicien. Ouais. Tactiquement, à l'époque, ce n'était pas des grands fadas de la récupération du ballon. Ouais. Après, ils ont aussi leur culture à eux, et c'est là où l'entraîneur doit faire preuve, je dirais, de recul et de bien s'adapter à la culture sans se faire manger la sienne, quoi. Nous, on est quand même, encore une fois, on a la chance d'avoir une bonne formation, je pense, on peut le dire, entraîneur, et que à l'étranger, tu es là pour faire passer tes convictions et tes systèmes de jeu, tes méthodes d'entraînement, ta rigueur aussi, qui n'est pas toujours le cas dans ces pays, et que en Afrique du Nord, c'est différent qu'en Afrique centrale, Ouais. où je suis au Gabon ou j'étais en RD Congo. En Chine, c'est encore différent. Alors là, il faut faire très attention. L'affectif avec les joueurs et travailler avec des joueurs chinois, c'est bon. Moi, je l'ai appris parce que j'ai eu la chance d'avoir un interprète qui avait travaillé avec Henri Kasperzak. Donc, les joueurs, bizarrement, les joueurs chinois, quand tu t'exprimes avec eux, déjà, au niveau du regard, il ne faut pas trop les fixer. Et il faut éviter de monter trop en puissance verbalement, éviter trop les choquer, parce que c'est des joueurs qui sont assez émotifs. Il faut vraiment
leur façon de se préparer aussi à eux avant le match. Moi, j'avais un moment envie de faire des petits écrits, tu vois, sur comment un joueur se prépare en France, comment un joueur se prépare en Chine, le vestiaire avant le match en Chine. C'est complètement différent. Ils se racontent leurs petites histoires à eux pour se mettre en confiance, parce que tout le monde essaie de se mettre en confiance. Nous, en France, certains rigolent, certains écoutent de la musique, d'autres ne parlent pas. En Afrique, nous, on a la musique. On a la musique dans le bus, on a la musique dans le vestiaire. Et moi, j'aime quand il y a la musique. J'aime pas quand c'est… Parce qu'on doit aussi vivre avec sa culture. Et je sais aussi, bon après, ça, vous avez l'expérience comme moi, c'est entraînant pour les joueurs, à sentir le coach. Qu'est-ce qui peut entraîner mes joueurs vers un bon chemin, vers envoyer des ondes positives pour l'approche du match, pour la motivation ou pour enlever le stress, donc à chacun de s'adapter. En Haïti, c'était encore différent. Bon, j'ai eu la chance avec eux de jouer la Copa América Centenario et de jouer le Pérou, l'Équateur et le Brésil. Et donc, c'était aussi une autre compétition avec d'autres mentalités. Bon, je pense que le plus important pour l'entraîneur à l'étranger, c'est de comprendre la culture et pas se faire manger avec la culture du pays, quoi. De garder tes convictions et d'arriver à transmettre ton message, quoi. À transmettre ton message, vous le savez comme moi, Emmanuel, je t'écoutais l'autre jour, il n'y a pas qu'aux joueurs, il y a aussi aux dirigeants et aux supporters, quoi. Donc, il faut que ça passe partout, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si le courant, les connexions, elles ne sont pas bonnes avec tes dirigeants et bonnes avec tes joueurs, ça ne va pas le faire. Il faut que tout le monde soit connecté, quoi. Et là, c'est aussi un travail, vous le savez, quoi, je veux dire. Oh, Manu, voilà. Tu es connecté, toi, maintenant, c'est bon. Grâce à SFR. Non, mais… comme vous, j'y passe du temps, hein. C'est la passion qui fait qu'on y passe du temps, quoi, hein. Après aussi, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je le conçois, à chacun sa mentalité aussi, hein. Tu as des entraîneurs qui sont peut-être un peu plus causants, moins causants que d'autres, d'autres plus vrais dans le verbe, certains plus adroits en causerie d'avant-match, certains disent que les causeries ne sont pas importantes. À chacun leur truc. Moi, pour moi, la causerie, elle est importante. J'en parlais justement, je leur disais justement que tes causeries, moi j'aimais bien avant les matchs de coupe, tout ça, parce que tu arrivais à nous transcender. Et ce que Manu disait, lui, avec un autre coach, il y a ce côté, il y a des coachs qui vont te préparer la semaine, peut-être à l'entraînement d'une manière. Tu as d'autres qui vont d'une autre manière. Et tu as le briefing d'avant-match, quoi, le speech d'avant-match, qui peut être déterminant sur des matchs qui peut être le petit plus. Et c'est vrai que chaque entraîneur a sa façon de faire, mais la tienne elle m'avait marqué sur le côté. Tu nous appelais, en tout cas, je me souviens de celle-là, tu nous appelais par nos noms. Et c'est vrai que je n'avais jamais vu que ça. Et de dire Ollier, ben, ça marque plus que de dire Philippe, quoi. Et quand tu dis ça avec une voix un peu rock, bon, tu te concentres. On essaie de… après, c'est chacun avec ça. Alors, c'est ainsi qu'en France, souvent aussi, on met des clichés sur les entraîneurs, quoi. Et moi, ça me dérange un peu, quoi. Ce qui me dérange un peu, excusez-moi, hein, ceux qui sont un peu lisses, tu vois, ceux qui parlent bien à la télé après le match, les beaux gosses là qui parlent bien, qui sont bien sapés, essayer de froisser personne. Moi, je vois le grand coach au PSG, hein, qui est sans doute un grand coach, quoi. Mais c'est le parfait gendre, lui, hein. Pas de bruit, machin, tata, quoi. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas une façon de se cacher? Est-ce que c'est parce que ce qu'il montre à la télé ou à l'écran, c'est peut-être une… Ouais, mais moi, je préfère, à la différence, je préfère Galtier qu'un naturel. Oui, voilà, après, c'est encore une fois… Il montre ses émotions, mais ça, je peux aussi apprécier quelqu'un qui est extrêmement calme parce que c'est son naturel. Mais lui, on sent, parce qu'il a été en Allemagne où il était extrêmement rigoureux. Oui. Et là, par obligation, parce que j'ai travaillé un peu avec les gens des pays arabes, par obligation, il est obligé de fonctionner ainsi. Parce que les boss, ils sont vraiment au-dessus de lui. Et lui, il faut qu'il suive là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont… Parce que je vois, par exemple, quand tu étais sélectionneur de Haïti, tu as joué contre le Brésil et tout ça. Est-ce que, comme tu l'as dit au début, quand tu es parti pour être entraîneur, tu prends une claque parce que La Rochelle ne te le donne pas, tu vas dans un petit club à côté. Est-ce que tu fais le parallèle en te disant… Attends, j'ai quand même joué, j'ai quand même coaché une sélection contre le Brésil. J'ai eu Aubameyang aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est pas des repères de te dire merde, attends, j'ai bien fait de lâcher mon taf à un moment donné et regarde où j'en suis quand je fais des choses. Alors, moi, j'étais convaincu au départ de bien faire. Après, si j'avais pas réussi, c'est sûr que mes amis, ma famille me seraient tombés dessus. Ça, c'est sûr.
parce qu'il fallait faire vivre la famille. Oui. Après, pour la petite anecdote, quand j'étais au tirage de la Copa América avec tous les grands coachs, Martinez, Dunga et autres, donc on a fait la photo de famille, quoi. Donc j'étais avec eux. Bon, moi non, intérieurement, j'étais bien à ma place, modeste, mais je savais d'où venait, mais j'ai fait mon parcours et que j'ai pas, comment dirais-je, le regard de ces grands entraîneurs me. Oui, il n'y a pas de à se rabaisser. Je sais qu'ils ne connaissent pas mieux le foot que vous, que moi, ou quoi que ce soit. Après, c'est une question de feeling. Après, si tu as des très, très bons joueurs avec. Voilà, tu arrives aussi à faire du bon boulot. Donc, moi, je ne suis pas gêné avec ces gens. Au contraire, moi, j'étais content, j'étais fier, mais je savais aussi que c'était une autre épreuve qui arrivait devant moi et qu'il fallait être présent. Oui. Malheureusement, contre le Pérou, on a fait un bon match. Et contre le Brésil, on a déjoué. Mais après, bon, c'est comme ça, quoi. C'est une trop grosse compétition. Tu sens le niveau, là, quand tu joues le Brésil, tout ça, il y a une classe dessus. Ouais. Après, et puis c'est là que tu t'aperçois que toi, tu peux être extrêmement minutieux dans ta préparation. Tu n'as un niveau de joueur que ce que tu as, quoi. Tu vas pas amener les joueurs au niveau de Coutinho, au niveau de Thiago Silva, au niveau de Neymar, voilà, en un seul coup. Donc, tu essaies de mettre en place un système. Oui. Et puis, le système que tu mets en place, tu t'aperçois que les joueurs le déjouent un peu. Donc à la mi-temps, ça a été c'était un peu tendu. Mais il le déjoue peut-être parce que l'équipe en face le fait déjouer et que du coup, ça les met hors sujet, non? Si tu as vraiment de la qualité au-dessus. Comment dirais-je, je serais moins tendre avec eux. Ouais. Je pense qu'ils n'avaient pas bien écouté, pas bien écouté, pas bien enregistré ce que je leur avais demandé. Et qu'on a payé cher en première mi-temps, comment dirais-je, notre expression de jeu. Ouais. C'est évident, quoi. Donc après, la mi-temps, on s'est recalé, mais c'était un peu tard. Mais bon, ça fait partie aussi des expériences. Hein. Comme quoi, il faut toujours être, comment dirais-je, extrêmement, extrêmement vigilant. Aujourd'hui, tu es sélectionneur du Gabon. Avoir donc la sélection du Gabon, il y a de très bons joueurs, dont Aubameyang. Qu'est-ce que tu ressens de ce joueur quand tu le coaches? Super homme. Moi, j'arrive à une période où, malheureusement, c'est Camacho, l'ancien entraîneur du Real, puis Cousin qui avait l'équipe. Moi, j'arrive derrière et l'ambiance était vraiment très moyenne dans l'équipe, pour des raisons, on va dire, un peu organisationnelles. Bon, j'ai la chance que mon président de fédération me laisse vraiment les coudées franches. Et j'ai pu mettre en place ce que je souhaitais. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on devait faire un match. Il y avait une journée FIFA en 2019. Moi, je n'ai pas souhaité la faire. J'ai préféré rencontrer les joueurs, échanger avec eux sur leur ressenti précédent et moi leur expliquer ce que j'allais mettre en place et me porter garant de ce que j'allais faire. C'est là aussi, il en va de la crédibilité de l'entraîneur. Tu me portes garant face à ces joueurs-là parce qu'ils aspirent tous quand même à avoir une bonne discipline, que les meilleurs soient sélectionnés, que le système de jeu corresponde à ce à quoi ils aspirent dans la globalité. Moi, je leur ai expliqué par rapport aux joueurs que j'avais comment je souhaitais, sur mes principes à moi, organiser mon équipe. Après, dès que ça convient à tout le monde, on doit jouer la même partition. Mais Pierre-Emerick, au départ, il avait pratiquement quitté la sélection. Il est revenu et c'est vraiment un charmant garçon. C'est un super compétiteur. C'est des mecs qui sont super agréables dans un groupe, quoi. C'est pas du tout. Et en sélection, tu sens qu'il se la donne à fond, quoi. C'est pas. Ah oui. Ouais. Et comment dire, c'est tellement des gars, c'est des garçons qui sont passionnés. Lui, il est passionné. Il a un papa aussi derrière qui l'a beaucoup aidé tout au long de sa carrière. Là aussi, on le sait aujourd'hui, Manu, Pito, Sébastien, que les managers sont importants dans la carrière des joueurs parce que j'ai des joueurs qui se sont perdus, des joueurs qui étaient bons qui se sont perdus, d'autres qui étaient moins bons, qui ont fait des carrières correctes parce qu'ils ont eu de bons managers, et puis d'autres,
Voilà. Oui, Et Pierre Emerick, il a son papa. Ouais. Oui. Il y a une connivence ensemble, c'est fort. Quoi. Oui. Ouais. Là, je vois que tu as gagné donc, la vainqueur de la Super Coupe de Guinée, qualification pour les quarts de Ligue des Champions africaine. Quel est Ça aussi, le… en Guinée, ça a été. Bon, j'avais été sélectionneur là. De 2004 à 2006, on avait fait la Coupe d'Afrique des Nations, un quart de finale. Et puis, je suis revenu, un président du grand club d'Oroya me fait revenir. Et puis, bon, c'est quelqu'un, une grande personnalité, qui est resté un ami d'ailleurs. On jouait les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Ligues des Champions, les clubs. On est allé jusqu'en quart, on est sorti des poules, on est sorti Orlando Pirates. Au moment où je l'ai qualifié en quart, il me dit, coach, on doit se quitter. Je dis, ah bon, vas-y. Il me dit oui, parce que comment dirais-je, ton caractère fait que on ne peut pas trop discuter avec toi. Quoi. Je veux dire, on a fait un recrutement. Ben, je dis, ouais, je n'étais pas là pour le recrutement, mais moi, que ce soit le petit de Guinée ou le petit que vous avez fait venir du Ghana, moi, je fais jouer le meilleur, président. Je suis désolé, quoi. Je suis pas là-dedans. Quoi. Donc, il m'a dit, ben, il est préférable qu'on se quitte. Bon, je t'ai dit, on se quitte. Il voulait t'imposer des choses, c'est ça? Ben, m'imposer, il essayait de m'orienter. Puis, il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres dirigeants, vous allez bien comprendre, qui avaient fait le recrutement. Pour en parler clairement et franchement, d'autres dirigeants qui avaient participé au recrutement, et ces joueurs-là, moi, je ne les faisais pas jouer. Donc, parce qu'ils étaient moins bons que les jeunes que j'avais. Mais je faisais des résultats. Je me suis dit, je suis quand même. Ça va. Ben non, je suis quand même. Alors, ils ont pris quelqu'un derrière qui était beaucoup plus malléable que moi. Ils en ont pris 5 derrière, ils se sont fait sortir. Et moi, je me suis trouvé sur le carreau. Quoi. J'ai perdu quand même un beau contrat, parce que c'est quand même des beaux contrats financièrement. Ce qui fait que j'étais libre et j'ai postulé pour le Gabon. Et comme j'avais déjà entraîné 3 sélections, ils cherchaient quelqu'un qui avait de l'expérience. C'est moi qui ai été pris. Mais encore une fois, je suis tombé là-bas dans un club. Je me suis dit, bon, pas possible. Mais je n'ai pas lâché, quoi. Je n'ai pas lâché. J'ai dit, tant pis, on se quitte, quoi. On se quitte, quoi. Ouais. Tu as vécu des trucs vraiment délicats par rapport à tous les pays que tu as fait? Tu as vécu des situations quand même compliquées? Ouais. Oui, j'en ai vécu des compliqués. J'ai entraîné en Égypte aussi à Ismaïli. Ouais. Pour vous expliquer un petit peu, ça sort un peu du cadre du football, mais ça peut être intéressant pour pour vous et pour ceux qui viennent derrière, dans le sens où, bon, moi, modestement, humblement, je sais que j'ai une carrière atypique, mais j'aimerais tant que ça entraîne d'autres gars de mon sérail derrière, quoi. Parce qu'il n'y a pas toujours, aujourd'hui, tu le sais, Manu, Sébastien, les diplômes sont faits aujourd'hui beaucoup plus pour les gars qui sortent du haut niveau. Moi, je trouve ça très dommage parce que je sais qu'il n'a pas besoin d'avoir 200 matchs en pro pour moi pour devenir un grand entraîneur. Je suis désolé. Et là, on a brisé un peu l'âme du football. Ils veulent donner, ça c'est le football un peu aux ex-professionnels. Moi, je dis que le football, il est universel. Giroud, ça a été un bon entraîneur. Gérard Rouillet, c'était un bon entraîneur. Capello, un bon entraîneur. Arrigo Sacchi, un bon entraîneur. Donc, tout le monde, toute personne qui a les qualités devrait pouvoir avoir la possibilité, en tout cas, de se présenter et d'entraîner au haut niveau. Donc, c'est plus trop le cas maintenant. Moi, pour vous dire, j'étais en Égypte. J'ai pris le club d'Ismaïli. Je finis deuxième avec Zamalek où entraînait Henri Michel. Et puis, je devais me faire nettoyer un genou. Donc, je me fais nettoyer un genou. J'explique à mon président. Et le président, il me dit, pas de problème, mais je voudrais que vous jouiez quand même avec nous la Coupe d'Égypte. Et je dis, si je joue la Coupe d'Égypte, je ne vais pas être prêt pour jouer la Coupe d'Afrique des clubs champions. Il m'a dit, non, mais restez. Je fais le job, je reste. On perd en demi-finale contre Al-Ahly. Au moment où je veux partir, j'ai plus de billets d'avion, j'ai plus rien, je peux plus rentrer. Je rentre, je vais quand même me faire opérer, je me fais nettoyer le genou. Au bout de 5 jours, je regarde sur Internet, message, l'entraîneur français en vacances ne veut plus rentrer, limogé. Donc, j'ai pris mes béquilles, je suis retourné en Égypte et l'entraîneur qui allait prendre ma place, j'ai voulu prendre sa place. Ils m'ont dit non, on va te faire un papier par lequel on t'a remplacé pendant ta maladie parce que j'avais donné mon certificat. Eh bien, c'est pas ça la FIFA. J'avais l'avocate d'Anelka à l'époque. J'ai perdu. J'ai pris $50 000 d'amende et suspendu tout de suite si je ne payais pas. Donc, j'ai fait appel au TAS, au tribunal d'arbitrage du sport. J'ai pris Maître Bertrand
j'ai gagné contre la FIFA. Ouais, comme quoi, tout est… Donc, si tu veux, après, il y a aussi, ce que je veux dire par là, il faut faire vivre la famille, il faut manger, quoi. Ouais, Pendant que tu ne travailles pas, tu n'as pas de chômage, tu es à l'étranger, tu n'as rien, quoi. ouais, On ne peut pas tout avoir, hein. Les impôts, tu les payes sur place, ce qui est logique. Mais quand tu ne bosses pas et que tu prends une coquille comme ça, bah derrière, le boulot, il ne revient pas tout de suite. Quand tu ambitionnes de repartir à l'étranger, il faut avoir ton réseau, il faut activer les réseaux, il faut être performant pour trouver. Donc, c'est vraiment prise de tête. Il faut de l'argent pour aller au tribunal, c'est 30-40 000 euros qu'il faut remettre dans la machine, et c'est le perdant qui paye pour l'autre. Donc, j'ai gagné, et après, je suis parti en République démocratique du Congo. Mais bon, tu veux dire par là que c'est pas si simple que ça, quoi, d'entraîner à l'étranger. Il y a des situations qui, même si tu gagnes ou que tu perdes, des situations que tu ne peux pas maîtriser complètement, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est que je mangeais régulièrement chez mon président, Yaya Koumi, je mangeais régulièrement chez lui. Quand je suis parti, j'avais remis mon certificat, 15 jours, 3 semaines d'arrêt, nickel. Bon, après, tu sais, il y a les managers derrière, les gens un peu influents, à qui tu plais peut-être pas aussi. Et puis, il m'a dessoudé, mais bon, là, je n'étais pas trop bien, quoi. Donc, bon, j'ai été au TAS et 3 ans et demi après, j'ai gagné mon procès. Et le dernier que j'ai gagné, parce que j'en ai un deuxième à Haïti, j'arrive à Haïti, je signe pour 2+2. C'est-à-dire, si je les qualifie pour la Copa América, j'ai 2 années supplémentaires. Donc, je les qualifie. Avant d'arriver, je demande à mon président les assurances avec l'État haïtien. Il me fait rencontrer le ministre des Finances. Il débloque, pas pour moi, mais pour le football en général, 800 000 $. Donc, une bonne garantie. Et moi, j'allais être payé par l'État. Et comme vous le savez, il y a le projet War Goal. Ils avaient fait la demande aussi pour que je sois payé par la FIFA, tout en sachant que je travaillais pour les jeunes en même temps, comme je me plaisais bien là-bas, j'étais au terrain tous les jours. Et on fait la Copa, et au bout d'un an, un peu plus d'un an, je ne suis plus payé. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, je mangeais avec le président tous les midis, je lui dis vous allez recevoir une lettre recommandée. Il me dit ok. Mon avocat, Maître Bertrand, lui écrit, pas de réponse. Donc à un moment, je ne suis plus payé. Je sais que j'ai un délai de 15 jours pour pouvoir que je dois attendre, et je sens que la situation se durcit un peu sur place, quoi. Mais je reste 15 jours là-bas. Et puis, quand les recommandés, tu les envoies dans certains pays, mais il faut qu'ils arrivent aussi. Ah oui. Donc, j'ai dû dépêcher une personne que je connaissais, Kalaya à Poste, pour chercher les recommandés, les déposer, pour moi avoir les signatures. Et quand j'ai eu ces signatures et l'accord de mon avocat, je suis rentré. Ils ne savent pas par où. Et je suis rentré. Je ne suis pas rentré par avion, je suis rentré. Et quand il y avait match 3 jours après, moi, je n'étais plus là. Et ils ont dit que j'avais quitté le navire. Mais j'avais quitté le navire en ordre. Je n'étais pas payé depuis 3 mois. Donc, j'ai porté procès à la FIFA. Mon président, il a dit neveu, c'est du passé. Mais il y a 2 ans, j'ai gagné, quoi. Mais j'ai perdu 2 années de contrat. Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que tout est quand même compliqué quelque part. C'est pas simple. Pour ce qui garantit parfois, bon, ici au Gabon, bon, il y a des pays, ça va bien. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Est-ce que du coup, tu as des situations parce que là, quand tu débarques dans un pays pour prendre une équipe, tu arrives tout seul, ton staff, tout ça, tu n'as rien. Là, j'ai un staff avec moi. J'avais un staff depuis un certain temps maintenant, hormis les premières missions. Maintenant, j'ai mon staff français qui vient avec moi en appui pour les sélections. D'accord ? Là, j'ai un préparateur physique qui va venir avec moi au Gabon, vivre au Gabon. Mais j'ai un staff en Guinée, j'avais un très très bon staff local, magnifique, qui m'ont beaucoup apporté. Mais après, j'ai mon staff qui me suit, quoi. Et sur place, je suis un peu plus seul. Ouais. Okay. Au niveau positif, sur les parcours que tu as eus, quelles ont été les choses les plus extraordinaires que tu as vécues dans ton parcours pour l'instant ? À chaque pays, à chaque club ou chaque sélection, ça a été une période de ma vie que j'ai eu la chance de multiplier en termes d'émotions. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire un métier qui est notre passion aussi, qui est ma passion, qui est ma vie, qui est peut-être un peu bouffante aussi pour ma famille, mais c'est comme ça. Quand tu aimes ça, tu es dedans en immersion permanente.
Mais bon, c'est des moments d'émotion qui dépassent ce que j'aurais pu vivre en France, parce que t'apportes à tout un peuple. Je veux dire, je me rappellerai toujours quand on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique avec la Guinée, les plus belles images. Tu sors avec le bus, le peuple est dehors. Humainement, c'est des gens magnifiques, quoi. C'est ces gens qui vivent vraiment au travers de leur équipe. Il y avait le bus passé, tu avais les papis, les mamies, les handicapés, les vieilles mamans, les jolies mamans. Il y avait tout le monde était là. C'est une fête totale, quoi. Donc, quand tu peux, avec ce que tu connais du football, donner ce bonheur aux gens, c'est exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est magnifique, quoi. C'est surtout ça, quoi. Après, on sait que nous, on est là de passage, mais quand tu as donné ça à quelqu'un, enfin, pour moi, c'est tout un bonheur. Moi, j'ai une question, Patrice. Parmi tous tes voyages, toutes tes expériences, as-tu gardé ta culture française? Tout à l'heure, tu disais dans les vestiaires, ça chante, on écoute la musique. Ça danse? Toi aussi, tu danses? Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je reste. Non, je sais, non, c'est pas moi, quoi. C'est-à-dire que non, pas du tout. Je reste, moi, très, très sobre, concentré. Et je sais que pour eux, c'est important. Je suis arrivé au Gabon, d'ailleurs, j'ai trouvé un peu. Bon, ils avaient pris cette ambiance un peu à l'européenne, tu vois. Non. Ah oui. On a fait notre culture, les gars. On vit avec, on est dedans, hein. Et après, c'est aussi, comment dire, c'est là où l'entraîneur, je dirais, doit être acteur un peu aussi et lancer voilà, après, chacun le fait avec ses mots, hein, je veux dire. Je sais que Bruno Metsu aimait, moi, je sais que, par exemple, j'aime beaucoup sortir avec mes joueurs en sélection après le match. Parce que pour moi, c'est partie d'un rituel. Chose que tu aurais fait en France? Pas forcément. Maintenant, les gars, ils ne sortent plus, quoi. Ils ne sortent plus, ou alors c'est des histoires, quoi. Ça, nous, c'est cool, on va dans un truc, on s'installe, on prend un pot, on écoute la musique. Il faut gagner, quoi. Si tu perds, on ne sort pas, hein. Oui. Moi, je ne sors pas. Si je perds, je ne sors pas. Ça t'intéresse pas. Manu, qu'est-ce que tu en penses? Moi, encore une fois, je trouve que je connais Patrice, pas personnellement, mais son parcours, bien entendu. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un point en commun, c'est qu'on est passé par le FC Chartres. Je ne sais pas si avant, quand Patrice y a joué, ça s'appelait le FC Chartres, mais je crois que c'était le Vélo Club Chartrain. C'est ça. Hein, c'est bien ça, Patrice. Moi, Patrice, je le retrouve comme on me l'a décrit. C'est un mec, si je peux me permettre, hein, en toute humilité, un mec vrai, un mec qui fait pas semblant. Et les gens qui font pas semblant, moi, ils ne peuvent que me plaire, quoi. Je trouve qu'il est, enfin oui, c'est vraiment le cas. C'est un mec courageux, parce que pour oser franchir le pas, il nous a parlé de Clairefontaine, hein, comment ça s'est passé. Pour oser franchir le pas, il faut avoir je veux pas être vulgaire, mais il faut les avoir bien accrochés, hein, pour y aller et pour y rester après. Parce que l'Afrique, d'une manière générale, c'est un pays de passion et il lui va super bien, quoi. C'est un continent de passion au niveau du foot. Et lui, forcément, ça match parce que c'est un passionné. Après, il a eu l'intelligence aussi, et il l'a dit, il s'est adapté. Il a su s'adapter sans perdre ses valeurs. Et les valeurs qui l'ont fait avancer tout au long de sa carrière, que je lui souhaite encore très, très longue. Il y a aussi, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a paru vachement important au tout début de son discours. Il a dit que toutes les équipes maintenant, même les équipes de bas niveau, d'accord, comme celle où j'entraîne en ce moment en R1, copient ou veulent copier le fameux jeu à la barcelonaise. Mais ça, sincèrement, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des effets de mode dans le foot. Moi, j'ai connu, je ne sais pas quel âge a Patrice exactement, mais j'ai connu l'Ajax, et tout le monde voulait jouer comme l'Ajax. Après, il y a eu le Milan, tout le monde voulait jouer comme le Milan. Bref, tout au long de ces années, il y a toujours eu des effets de mode. Et moi, de temps en temps, quand j'allais au recyclage, comme vous avez été sans doute aussi, et ben, on retrouvait cet effet de mode, quoi, du foot. Mais c'était très important. Je trouve qu'il a eu raison de le souligner. Voilà. Merci. Il y a des questions, Patrice, sur. Alors, c'est quelqu'un qui doit suivre la sélection, sans doute. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au Gabon?
aujourd'hui, si tu devais faire le point un peu sur la prise en charge de l'équipe de la sélection du Gabon? Pour le moment, je dirais que tout va pour le mieux. Ouais. On a 4 matchs, 4 bons résultats. Mon petit souci, c'est que je veux mettre en place une équipe nationale locale. J'ai pas beaucoup de réserves sur mon banc et je souhaite aussi promotionner des locaux. Il y a quelques locaux valeureux et j'aimerais en faire partir quelques-uns en Europe pour qu'ils finissent leur formation. Il faut savoir qu'ici, au Gabon, il y a des joueurs qui sont partis, comme Poku, Apinangoy, qui joue en Turquie, ils sont partis à 20, 21 ans et ils font carrière quand même en Turquie, quoi. Alors, par rapport à ce qui se passe en France, on dit la formation, il faut qu'ils partent jeunes, machin et tout, ok. Mais il y a encore ce côté formation naturelle qui fonctionne. Et je suis un peu gêné avec l'équipe locale, avec le Covid. Là, je suis au Gabon actuellement, on est encore en confinement. À 18h, c'est le couvre-feu, donc le championnat est arrêté. Je suis un peu bloqué, quoi. Le championnat a débuté tardivement, donc c'est un peu ce qui me bloque aujourd'hui. Mais j'espère qu'on va pouvoir reprendre et surtout, nous, il faut qu'on arrache la qualification pour la CAN. Ça, c'est un impératif, quoi. Ouais. J'ai mon effectif qui est un peu court en quantité. Voilà. Ça, c'était une question de Karl Nganga. Donc, comme ça, on a posé la question. On va présenter, comme on fait à chaque émission, un exercice. Donc, c'est un exercice qu'on a pris en commun tous les deux. Ouais. Je vais le partager. Et donc, on va se l'expliquer entre nous. Ça peut permettre, encore une fois, aux entraîneurs qui regardent de le prendre, de se l'adapter. Et on va expliquer ce qu'on a mis. Donc, je prépare l'exercice. Et c'est parti. Donc là, il y a un exercice. Donc Patrice, comme nous, je pense, Seb, Manu, je pense que c'est un exercice qu'on a déjà pratiqué. Vas-y, Patrice, toi, Donc on peut le faire sur différentes surfaces avec un nombre de joueurs bien sûr différents. Là, on passe sur un 4 sur 4, 4 contre 4, plutôt avec des appuis extérieurs. Bon, l'objectif, c'est de trouver un peu la rupture au travers de la, enfin, c'est de trouver la rupture au travers de la porte, c'est-à-dire le décalage pour marquer un point. Donc, ça veut dire autour de tout ça, il y a une phase de conservation du ballon, une phase aussi de préparation, et puis quelquefois une phase un peu plus spontanée où le ballon va être récupéré par un partenaire. Et est-ce qu'il y aura l'opportunité, je dirais, de passer au travers de la porte, ballon au pied ou pas? Donc, c'est tout l'importance pour moi aussi en match, des choix de jeu, de l'intelligence du jeu effectuée par les joueurs. Moi, personnellement, dès la récupération du ballon, j'aimerais qu'on se projette, à condition qu'il y ait de la place, bien sûr, le plus vite possible vers l'avant avec le meilleur choix possible. Si le bloc n'est pas en place, eh ben, il va falloir déplacer, la faire tourner. Et pour moi, le grand joueur et le bon joueur, c'est celui qui a vu le bon décalage et pour la jouer. Et voilà, quoi. Donc, c'est un exercice qui s'anime facilement, qui demande aussi de la mobilité aux joueurs extérieurs. Et on peut le mettre avec une variante aussi, pourquoi pas, trouver un partenaire autour de la porte, pourquoi pas, avec d'autres. Aussi, le technicien là-dessus, sur ce genre d'exercice, peut l'aménager de différentes façons, quoi. Il y a plein de variantes à pouvoir y mettre, quoi. Là, c'est intéressant parce que c'est un exercice qu'on peut, donc, comme tu le dis, moduler, c'est-à-dire qu'on peut le réduire en taille et faire du 2 contre 2 ou du 3 contre 3 ou 4 contre 4 ou même 5 contre 5. C'est un exercice qui fait travailler la VMA, donc on peut faire progresser la VMA parce que c'est l'exercice qu'on peut faire en fonction de sa catégorie. On peut aller de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Après 2 minutes, ça commence à être long. Si, il ne faut pas le faire quand il y a du 2 contre 2, autrement c'est l'explosion, on est d'accord. C'est quand il y a du 4 contre 4, 55. Après, c'est, comme l'a dit Patrice, voilà, c'est de la conservation, mais tout en étant sous pression de son adversaire qui tente de récupérer le ballon. On a les appuis pour se permettre de soulager la pression de l'adversaire. On a les appuis jouent avec les deux équipes, donc du coup, on a plein d'appuis partout. Après, il y a la possibilité, bien sûr, de mettre les règles comme passer dans la porte, ça fait le point, ou faire une passe à son coéquipier par la porte, ça fait aussi un point. Donc tout ça, c'est du jeu qui peut être donc qui peut être performant. C'est un excellent exercice. Ouais.
Ouais, puis souvent, les joueurs aiment bien. Je sais pas, Seb, toi ou Manu, Oui. on l'a déjà fait. Les joueurs, souvent, ils apprécient ce genre d'exercice. Ouais. Hein, souvent, à la fin, les mecs, ils se l'arrachent parce que comme il y a une compétition quelque part, parce qu'il y a, il y Bien a, sûr. il y a deux équipes en tour, quoi. Il y a quatre équipes de quatre, mais c'est deux équipes de quatre contre deux équipes de quatre. Et chaque fois, à la fin de chaque partie d'une minute 30, il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd, ça fait les points. Et donc, l'autre équipe qui arrive derrière, on continue la compétition. Et c'est vrai que c'est souvent, quand tu fais ce genre d'exercice, tu as les mecs à la fin, tu es rincé, mais tu es rincé dans le bon état d'esprit parce que c'est compétiteur. Et je sais Comme que je dis souvent, c'était 12 contre 4. Hein. oui, en plus, oui, oui. Ouais, Mais Il fait pas bon d'être au milieu. Hein. il faut vraiment être bon dans les quatre qui pressent, qui vont chercher le jeu. On est d'accord qu'il faut des harceleurs. Les touches, euh, les, les appuis fixes sont souvent sur une touche, alors selon les niveaux, et aussi à l'intérieur. Oui, tu peux limiter. Les appuis, là, souvent. Ben, moi, il y a beaucoup de variantes. Ouais, il y a beaucoup de variantes. Selon ce qu'on recherche. Quoi. Encore une fois, juste adapté pour les entraîneurs qui ne l'ont jamais fait ou qui voudraient le faire. Attention, encore une fois, les temps de jeu, c'est quand tu as 2 contre 2, 3 contre 3, on va dire 1 minute à 1 minute 30 maximum. Et après, quand on monte jusqu'à 4 contre 4, 5 contre 5, on va dire 1 minute 30, c'est bien, très bien même. 2 minutes, c'est que vraiment le rythme n'est pas très poussé à l'intérieur, d'accord? Parce qu'autrement, c'est explosion. N'allez pas claquer les joueurs sur ce genre d'exercice. Ça pulse. Ouais, ça pulse, c'est même ça, mais bon, il faut le faire en fonction de sa catégorie et du niveau de ses joueurs. Donc ça, on le mettra à disposition, il sera partagé Très bien. pour les entraîneurs qui regardent. Toi, Patrice, au niveau de ce que tu as vécu donc, dans les différents pays, comment tu vois la suite? Là, le Congo, donc le Gabon, pardon, la sélection. Ensuite, tes objectifs, toi, personnels, continuer bien sûr à barouder comme ça dans les pays. Tu as d'autres pays que tu aimerais faire? C'est pas vraiment. En fait, j'ai eu un peu la chance de me retrouver dans des pays où, au départ, bon, le Niger, c'était bien parce que c'est un pays assez, comment dirais-je, où le naturel est vraiment, là, c'est vraiment le football naturel. Ça a beaucoup progressé. Après, il y a Guerre-Notre-Or qui est passé là-bas et autres. Donc, ça a beaucoup évolué. J'ai pas de. Déjà, pour moi, c'est de gagner le challenge avec le Gabon. Je suis vraiment polarisé parce que c'est très, très important pour le peuple gabonais et le chef de l'État qui est notre premier supporter et qui met quand même beaucoup de moyens pour qu'on puisse voyager dans les meilleures conditions. On a des très beaux stades. Ils ont fait deux Coupes d'Afrique. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se qualifier. Et pour moi, c'est un gros challenge, mais il faut que je le gagne. Après, il y a les éliminatoires. Patrice, si tu te qualifies, tu es couvert après contractuellement? Oui, j'ai 2 années supplémentaires. Donc, bon, il n'y aura pas de souci. Donc, après, on a les éliminatoires. Comme il l'a dit, même si c'est contractuel, tout peut arriver, ce truc-là, on est d'accord? Ouais. D'un côté et de l'autre, parce qu'en fait, ouais. Et puis après, on a les éliminatoires du mondial. On est dans le groupe l'Égypte, la Libye, l'Angola. Donc, c'est l'Égypte qui est favori, mais on peut les faire tomber. Parce que même s'ils ont une équipe, moi j'ai une équipe qui est quand même assez intéressante et qui ne peut que progresser. Mais comme je dis, il faut que j'arrive à rentrer quelques joueurs. Mais déjà, c'est donner un bon bol d'air au peuple qui en a besoin, quoi, parce qu'ils ont beaucoup souffert ces dernières années des non-qualifications. Et c'est un bon pays de football aussi, quoi, qui a énormément progressé. Puis je pense que je suis avec une génération là, les Denis Bouanga, Aubameyang, Lemina, Ekwale Manga, Apinangoy, Paloun, qui arrivent à pleinement maturité. C'est maintenant, la CAN, c'est maintenant pour eux, c'est maintenant pour nous, et pourquoi pas le mondial. Il faut aussi être ambitieux. Mais déjà la CAN. Bon, on est bien parti, on est tête de groupe avec la Gambie. Il nous reste 4 matchs. À nous de bien les gérer, quoi. Bon, la période du Covid a un peu une coupure, mais bon, tout le
tout le monde va faire avec. Après, comme vous le savez, ça va jouer sur les énergies, quand même, la dynamique qu'on avait au départ, d'être capable de la garder, quoi. Parce que c'est vrai qu'on était sur une bonne dynamique. Toi, quand tu récupères tes joueurs, tu les récupères combien de temps avant tes matchs, d'habitude? 5 jours. 5 jours. Ouais. Donc là, tu fais… bon, c'est là aussi, c'est à la fois court, mais bon, quand tu es qualifié pour une compétition, ça va, tu les appuies longuement. Ouais. Mais c'est bien aussi parce que tu travailles encore plus, ton œil doit être encore plus aiguisé, tu as peu de temps, donc tu dois cibler les bons exercices, voir très vite où tu vas emmener ton équipe par rapport à l'adversaire quand même, parce qu'il faut prendre encore en considération l'adversaire pour moi. Et cibler les bons exercices, la mise en confiance et rapidement aussi établir ton meilleur 11, quoi. Même si tu as une petite idée au départ avant que les joueurs arrivent, tu attends de voir leur état physique et mental pour faire ta composition d'équipe, sachant qu'à l'approche de la remise d'une composition en sélection, bah, la pression est toujours forte. Tu sens le pays derrière toi, tout le monde? Ouais, c'est bon, c'est normal aussi, hein. Moi, je le conçois beaucoup mieux maintenant, hein, que chacun puisse donne son avis. Après, c'est le sélectionneur qui décide, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Vas-y, Manu. J'aurais une question un peu plus globale. Toi qui es maintenant depuis très longtemps en Afrique et qui est à même de pouvoir juger, par rapport au football européen, quels seraient le plus et le moins du football africain, à ton avis? Le plus, c'est aujourd'hui, Manu, c'est cette passion que les jeunes Africains ont gardée pour le football. C'est-à-dire, moi, je suis un peu déçu, mais c'est comme ça, hein. Je suis de cette époque. Il y a moins en moins de gamins qui jouent le football sauvage en France, pour plein de raisons, hein. La PlayStation a fait sa révolution. Les terrains vagues, il y en a moins aussi. Il y a moins de bénévoles aussi pour emmener ces jeunes qu'on avait à l'époque. Ça, c'est une chose. En Afrique, ça joue partout. C'est le sport de tous les jours où les gamins prennent un plaisir exceptionnel. Ou moi, même mes grands joueurs en sélection, j'ai eu Pascal Fenduno, même Pierre-Emerick et tout ça, c'est des joueurs qui aiment le football, quoi. C'est des garçons en France. Il y a des joueurs qui deviennent professionnels parce qu'ils choisissent le métier de footballeur. Mais ce n'est pas la passion avant. Les footballeurs, et après, tu as la passion. Pour moi, c'est d'abord la passion, et après, tu fais le métier. Après, les mois en Afrique, c'est le côté organisationnel, quoi. Malheureusement, on a du mal à pousser plus loin sur les grandes compétitions mondiales, parce qu'il y a toujours des petits détails ou des réglages qui manquent au dernier moment qui font qu'on a du mal à… Et la stabilité, quoi. La stabilité. Bon, les sélectionneurs changent aussi un peu plus souvent. Il y a un potentiel de joueurs énorme et que ça a du mal. La régularité n'est pas là, quoi. C'est un petit peu, la régularité, un peu dommage. C'est ce qui fait du mal, quoi. C'est dommage parce que comme tu dis, c'est la régularité. Quand Bien tu vois sûr. le potentiel qu'il y a, c'est dommage quand même. C'est clair. C'est clair. Voilà. Et la vie en dehors du foot, quand tu vas dans les pays, pour toi aujourd'hui, si tu devais donner la vie en dehors du foot, quel est le pays qui t'a le plus marqué par les gens ou la vie quotidienne et la culture? Et au niveau foot, quels sont les deux pays? Donc, côté foot, lequel tu préférerais ou lequel t'a plu? Et côté hors foot, vas-y. En côté vie, j'ai aimé la vie au Maroc, j'ai aimé la vie en Tunisie. Même si en Tunisie, j'étais du côté du nord chez les Berbères où c'était plus difficile quand même. J'avais remplacé Robert Buig, que tu as dû connaître, Manu, oui, bien sûr. Qui est à Medellín. Le Maroc, j'ai beaucoup aimé. L'Afrique noire, la Guinée, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. C'est différent de la Guinée. C'est beaucoup plus… un peu moins structuré. Mais bon, beaucoup de belles satisfactions. En République démocratique du Congo, j'ai très bien vécu aussi. En Chine, j'ai bien vécu aussi, malgré que j'étais à la période où il y a eu le SRAS, l'épidémie. Ouais. Mais bon, j'ai appris aussi de la culture chinoise. En fait, ma passion, je pense parfois, peut me faire oublier, je dirais, les côtés négatifs. Mais où je me sens le plus heureux,
c'est en Afrique noire, en Afrique centrale, là, dans les pays comme le Gabon ou Guinée. Ouais, j'adore. Je veux dire, je m'excuse, hein, on est bien en France, hein, trop. Avec tout ce qui se passe là, bon, j'écoute souvent les émissions, on critique, machin et tout, mais on est quand même un peu… Mais bon, c'est un autre art de vivre, quoi. C'est un autre état d'esprit. On regarde beaucoup moins les autres, ce qu'on fait par rapport à ci, par rapport à ça. Moi, ça m'a… Qui est une éducation assez rigoureuse, ce qui était bien, ce qui m'a permis aussi de devenir un peu ce que je suis, mais cet esprit de liberté avec un mélange de… comment dire, de rigueur, ça me va bien, quoi. Les gens sont sympas, humainement, c'est fort, quoi. C'est riche, quoi. Là, les contacts sont… On ne se connaît pas, on se parle. Enfin, pour moi, c'est le football avant tout, le métier d'entraîneur ou de sélectionneur, c'est travailler avec l'humain, quoi. Donc, ça me fait penser à ce que tu dis, c'est un peu là, non, hein? Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est ça, quoi. Alors… Moi, je m'y retrouve encore plus là-bas, quoi, qui suis gourmand de tout ça. En Afrique, je suis bien servi. Et puis, bon, après, ils sont vraiment adorables. Mais bon, c'est vrai qu'il faille pas lâcher les résultats dans sa tête, quoi. Oui, tu n'as pas le choix. De toute façon, pas le choix, mais franchement, je le redis, hein, ceux qui peuvent être attirés par… c'est des magnifiques challenges. Et moi, en tout cas, j'aurais eu la chance, grâce aussi à la compréhension de ma famille. Hein. Oui, j'allais y venir. C'est dans l'année, chaque année, tu rentres combien de temps chez toi? Quand j'étais en Chine, je rentrais tous les 6 mois. Quand je suis en Afrique, je rentre tous les 2 mois, ou à l'étranger, 2 mois, 3 mois, pas souvent. Mais bon. Est-ce qu'ils viennent, eux? Pardon? Est-ce que tes enfants ou ta femme, est-ce qu'ils viennent, eux? Alors, mon fils et mon épouse est venu une fois en Tunisie, mais j'étais dans un endroit qui était pas facile. Elle n'était pas restée très, très longtemps. Bon, elle a pas ce côté comme moi, baroudeuse et tout. C'est pour ça qu'on se comprend et qu'on est toujours ensemble. Et puis, mon fils est venu en Chine, ma fille est venue, ils sont venus au Maroc, ma femme est venue au Maroc aussi. En Afrique noire, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois dire. Moi, j'ai un peu toujours la tête dedans. Tu vas dans ton cocon foot et penser. Ouais, beaucoup. Le matin, je commence à lire la presse sportive. Je vais sur les sites pour chercher des résultats. Je suis méga sur un autre site. Et mes pensées sont un peu tournées là-dedans. Je veux dire, ce qui fait que j'en ai seul. Je pense qu'il faut être seul, Patrice. Oui. C'est ça, mais c'est ça, ouais. Alors, j'aime ça. Alors, je conçois qu'à côté, c'est, comme on dit, faut être bien marié, quoi. Mais bon, après, ça n'empêche pas pour ça mes enfants d'être épanouis. Et je pense qu'arrive un moment aussi, chacun a besoin de vivre sa vie. Moi, je souhaite en tout cas qu'on respecte les entraîneurs passionnés comme vous l'êtes aussi, parce qu'on n'est pas moins que les chanteurs, on n'est pas moins que les écrivains, on n'est pas moins que les acteurs de cinéma. Nous sommes uniquement des gens passionnés, quoi. Donc, on vit avec notre passion. Et quelquefois, notre passion, elle nous ronge un peu, elle déborde sur notre temps pour rentrer à la maison, pour faire des choses, voir les potes. Mais c'est comme ça. Donc, comme les gens de la haute culture sont énormément respectés dans la société française, il faut aussi respecter les gens de la culture du football, quoi. Voilà. Bon, en tous les cas, moi, encore une fois, un grand plaisir de te recevoir, de découvrir encore une fois un autre profil. Alors, c'est marrant parce que ce soit Christophe Gamel ou d'autres, même s'il y a l'étranger, d'aller oser faire des parcours, on voit bien que ton profil est encore différent et c'est ça qui est intéressant. Donc, Seb, Manu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, très heureux, encore une fois, de t'avoir reçu, de te revoir en plus. Et puis, j'espère que tu vas réussir ton challenge avec donc, le Gabon. Et puis, on continuera à te suivre et puis on reste en contact en tous les cas. Mais merci beaucoup encore une fois. En tout cas aussi, Philippe, j'en profite. Je garde les bons souvenirs d'avoir travaillé avec toi. J'ai bien en mémoire toutes tes potentialités, que tu aurais pu aussi sans doute faire une carrière encore meilleure. Même si elle a déjà été bonne. Mais je suis vraiment très content. Il met mes transversales pied droit, les gars. C'est mes transversales pied droit qu'il adorait, c'est sûr. Non, je suis très content. Je te promets, Philippe,
Ça, c'est l'autre côté un peu peut-être. Je voyais Jean-Marc l'autre jour avec ses anciens joueurs au double. Content que tu te sois passionné pour ce que tu fais, le logiciel là, et puis te sentir, comment dirais-je, alors traité pointu sur l'affaire, tu lâches rien, et je vois vraiment que. Sur le terrain. Ah ouais, mais c'est une affaire bien menée, quoi. Donc, je suis vraiment content de. Tu as des gars, tu sais, des fois, qui se lancent dans des trucs et puis ça part en peau de banane. Et là, je pense que tu es bien parti parce que tu mets, en tout cas, je te le dis, comme je pense, tu mets beaucoup de sérieux. Quelquefois, sur le terrain, c'est vrai que tu étais. Et tu pouvais aussi un peu de temps en temps te relâcher un peu. Là, je vois que tu as monté quand On même. va tout savoir. Attends, putain. Hein? Comme ça, c'est. Ah Ouais, non. Ben, comme tout le monde, tu sais, il faut tout donner et puis c'est tout. C'est Après, bien, c'est bien. on a ce qu'on mérite. On est d'accord, hein? Ouais. Et puis Manu, bah, je t'ai suivi quand tu étais à Chartres, je te suis partout. Hein. Ah bah, là, c'est pareil, hein, ça bouge. Hein. Si, mais tu vois, ouais, Sébastien aussi, je regarde les résultats tous les. Bien sûr, bien Ouais, sûr. on essaye encore. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est bien. Je souhaite bonne continuation à Patrice. Pour coach adjoint, vous êtes Patrice, comme Jean-Marc, comme tous les autres des entraîneurs de haut niveau, vous êtes un très très bon relais par cette émission. Ça, ouais. Je disais souvent à Patrick, à Manu, on a des fois des idées ou des pensées sur des coachs qui sont forcément abordables. C'est pas le cas. C'est pas le cas. La preuve encore aujourd'hui avec Patrice, on l'a eu avec Jean-Marc, on l'aura sûrement avec Hervé Renard, Alain Olliot. Ouais. Et je pense que vous êtes vraiment les témoins de cette émission pour faire partager votre passion, le métier, et puis aussi faire venir, comme tu dis, les petits entraîneurs qui commencent pour peut-être aller, par ton expérience, aller à l'étranger, les convaincre, même si c'est pas facile. Mais voilà, c'est une sorte de parrainage de ces, on va dire papy coach, mais qui ont une culture, qui ont une carrière qui commence à être assez grande. Et puis, en te souhaitant la CAN et puis la Coupe du Monde. Merci beaucoup. C'est gentil. Si tu cherches un adjoint, pépite, au niveau du commercial et puis tout ce qui est graphiste. Bien sûr. Merci à toi, Patrice, encore. Merci beaucoup, Sébastien. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Patrice. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Merci, Manu. Prenez soin de vous. Il y a beaucoup de bonjours de Seb Chauvel, Petit Fred, Pascal Thèse. Ils te passent le bonjour tous. Merci beaucoup. Humilité, simplicité. À bientôt. Humilité, simplicité. À bientôt. Voilà. Merci. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.